C'est parfait. Oui, on va juste introduire en tant que modérateur avec Sébastien deux tout petits mots pour remercier cette merveilleuse organisation, nos COPACA Corse et des ARS PACA et Corse, auxquels nous sommes si attachés, et vous parler un peu comme ancien combattant depuis plus de 20-25 ans. Nous sommes référents régionaux de l'AFSOS, Sébastien et moi-même, et avec Daniel Serin, Jean-Louis Wendling, notre ami, nos amis ici, on est aujourd'hui extrêmement heureux de l'évolution de ces soins de support qui étaient si peu en vogue il y a quelques années, qui aujourd'hui prennent cet essor superbe avec un impact tout à fait majeur aujourd'hui dans la prise en charge globale des patients. Et on peut dire qu'après de nombreuses années de difficultés, aujourd'hui on a vraiment ce focus sur les soins de support qui est extrêmement important et on en est très heureux. Donc Sébastien, à Marseille, moi-même à Nice, on a cette chance d'avoir en région PACA une région très dynamique dans la prise en charge en soins de support, et on va écouter donc Monsieur Barrière de l'ARS PACA en première intervention. Merci professeur Benchanoun. On va vraiment vous demander par contre voilà, de faire un petit peu de silence parce qu'on n'entend pas très bien sinon dans la salle. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, merci à Oncopaca de m'avoir invité. Donc je suis Christophe Barrière, je suis responsable des programmes d'éducation thérapeutique à l'Agence régionale de santé et je suis également référent santé sexuelle. Alors je vais vous présenter, j'espère très brièvement, l'offre en PACA sur l'ETP et le cancer, également les objectifs. Mais avant de vous présenter vraiment l'offre en PACA, je vais faire un point assez rapide sur l'offre d'ETP en PACA. Aujourd'hui, on a 290 programmes d'ETP. Alors juste, je voudrais faire un point assez important. L'éducation thérapeutique, ce n'est pas seulement via un programme. Il y a différentes façons de faire de l'éducation thérapeutique, via un programme certes, c'est-à-dire avec un cahier des charges de la Haute Autorité de Santé, donc c'est la version programmatique de l'ETP, mais il y a aussi une façon de faire de l'ETP très simple. D'abord, c'est la posture que choisit le soignant, posture évidemment éducative versus posture prescriptive, et il y a aussi ce qu'on appelle les actions éducatives ciblées, que les soignants peuvent faire auprès de leurs patients, qui concernent une compétence en particulier. Exemple, comment gérer, comment identifier des signes d'aggravation et les gérer, comment travailler sur l'activité physique adaptée ou de la nutrition, mais qui ne demande pas un exercice interdisciplinaire. C'est un soignant qui doit normalement être formé à l'ETP pour le faire, mais qui le fait avec son patient. Je veux dire, ça rentre dans les missions du soignant. Et nous, à l'ARS, on déclare uniquement les programmes d'ETP selon un cahier des charges et des modalités réglementaires. Voilà, je voudrais juste faire ce petit... Parce que j'entends souvent dire « Ah, mais l'ETP, c'est forcément un programme ». Non. C'est la façon peut-être de mieux le valoriser et d'être possiblement financé, oui. Alors, les points saillants en PACA, je ne vais pas tout reprendre, mais en gros, on est quand même dans une dynamique en PACA assez forte, des équipes qui sont fortement mobilisées, même si je parlais avec certaines équipes, ça reste compliqué parfois en fonction des institutions, mais il y a quand même une forte dynamique autour de l'ETP, des programmes de qualité, une offre qui touche l'ensemble des publics, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées et maintenant handicapées, c'est le handicap chronique où on a développé pour la première fois des programmes sur les troubles du spectre autistique. Des programmes qui sont majoritairement réalisés en établissement de santé et en SSR et qui sont majoritairement consacrés au diabète, aux pathologies cardiovasculaires ou encore à l'obésité. Sont concernés bien évidemment les cancers. On est à 24 programmes aujourd'hui, je vais vous les présenter. Les pathologies respiratoires ou encore les rhumatismes inflammatoires chroniques, les maladies rares et récemment l'endométriose. Même si ce n'est pas une ALD30, on a quand même soutenu effectivement ces programmes qui sont organisés à travers une filière. Une offre d'ETP dématérialisée, ça c'est très important. J'ai vu effectivement une affiche et un poster. En gros, comment on intègre, c'est une façon effectivement de faire venir
les patients et toujours continuer à les fidéliser et à ne pas les perdre, comment on développe de l'ETP dématérialisé au sein des programmes d'ETP. Donc avant le Covid, on avait fait des recommandations avec les équipes. Ces recommandations sont en ligne sur le site de l'ARS PACA. Vous tapez dans Google ETP ARS PACA et vous allez directement tomber sur le site. On a fait donc ces recommandations. Un programme ne peut pas être fait totalement, bien sûr, à distance, mais on peut faire des séances mixtes. Et d'ailleurs, dans le nouveau cahier des charges et le nouveau dossier de déclaration, vous pouvez les déclarer en mixte. Le Covid nous a donné, si on doit trouver des points positifs, nous a donné un formidable, ça a été un vrai moteur en fait, de développement des programmes d'ETP, puisqu'aujourd'hui, on a près de 100 programmes qui ont développé des séances à distance et qui permettent effectivement de maintenir le patient. Un patient ou une patiente qui est trop fatiguée pour venir, on peut faire une séance à distance. On propose, nous d'ailleurs, un outil et une aide effectivement aux professionnels pour faire cette ETP à distance. Il y a aujourd'hui seulement 34 programmes qui sont réalisés dans des structures de premier recours, soit 11% des programmes. C'est très peu. Et vous allez voir que l'objectif, quelle que soit la pathologie, c'est vraiment de développer l'ETP en ville. Ce n'est pas déshabiller les établissements de santé, ce n'est pas déshabiller les SSR parce que ce sont on va dire des ETP différentes, mais c'est donner une part plus importante en ville pour être proche des patients. Il y a des zones encore peu couvertes par des programmes d'ETP. On est en train de travailler effectivement, et on verra tout à l'heure avec Romain Septidi, de définir, d'identifier des zones où il y a des fortes prévalences et où il y a une offre, notamment à travers des CPTS ou des établissements de santé, pour développer cette offre sur ces territoires. Donc voilà, le département du Vaucluse, l'ensemble du département des Alpes de Haute-Provence, le Haut-Pays varois. En gros, on est quand même beaucoup sur des arrière-pays où l'offre est moins importante en éducation thérapeutique. Et le Haut-Pays, évidemment, l'arrière-pays niçois. Une offre aujourd'hui encore peu accessible au public vulnérable. Je ne parle pas là de public précaire, mais de public vulnérable, quelle que soit la vulnérabilité. On ne parle pas forcément de vulnérabilité économique, mais parfois de vulnérabilité due à un éloignement, par exemple dans le 0,5 ou en 0,4, dans le 0,4, en raison d'une géographie contrariée, aller faire un programme d'ETP, c'est parfois 1 heure ou 2 heures de route. Donc c'est aussi un critère de vulnérabilité. Et puis des professionnels de santé libéraux, notamment les médecins traitants, qui sont encore très peu sensibilisés à l'ETP, bien que l'éducation thérapeutique soit inclue de plus en plus dans des formations initiales. Donc on l'a maintenant chez les IDE depuis 2012, aussi chez les ergothérapeutes, chez les infirmières IPA, qui sont, de par leur formation et leur diplôme, formés pour dispenser et coordonner un programme d'ETP. Alors, aujourd'hui, l'ETP est intégré dans le PRS 3, le PRS nouvelle génération, qui là est en finalisation de consultation et qui va bientôt sortir en novembre. L'ETP apparaît clairement dans l'axe comment améliorer la qualité des prises en charge. C'est un axe fort, effectivement, de soutenir le développement de l'offre d'éducation thérapeutique sur des pathologies à forte prévalence et de l'offre médicale et soignante disponible sur des territoires où l'offre aujourd'hui est encore ténue, afin évidemment d'assurer un maillage plus homogène de l'offre. Et vous allez voir que l'un des maîtres mots, c'est la mutualisation des programmes. En tant que responsable des programmes d'ETP, et je parle au nom de l'ARS, l'objectif, ce n'est pas de voir pousser plusieurs programmes d'ETP qui sont l'un à côté de l'autre, c'est bien de mutualiser ce qui existe déjà. Et des mutualisations de façon très protéiforme, c'est-à-dire des mutualisations au sein, par exemple, des GHT, entre la ville et l'hôpital, entre un établissement et des associations, pour qu'à un moment, un programme qui existe soit étendu géographiquement, mais que ce soit le même programme. L'idée, ce n'est pas d'en créer un nouveau. Donc, toute démarche de mutualisation est fortement et très agréablement accueillie par l'ARS. Alors, vous l'aurez compris, il y en a très peu dans le premier recours. Les CPTS et l'organisation des CPTS aujourd'hui sont pour nous un levier très important. Donc l'objectif, c'est vraiment développer la dynamique auprès des professionnels de santé de proximité, les CPTS et les structures d'exercice coordonné.
c'est au sein des CPTS qui ne sont pas des effecteurs mais des coordonnateurs, plutôt que ce soit porté par des structures d'exercice coordonnées qui font partie de ces CPTS, sauf aujourd'hui pour des CPTS qui n'ont pas de structure d'exercice coordonnée. À ce moment-là, elles peuvent porter un programme. En tout cas, nous, on analyse ça au cas par cas en fonction du besoin et de la pathologie. Et puis sur des zones effectivement QPV afin de toucher un public vulnérable. Et comme je le dis effectivement, au niveau des CPTS, l'idée aujourd'hui, c'est de partir d'une cartographie du diagnostic régional et départemental. C'est ce que nous avons travaillé avec OncoPACA. On vous en parlera après. Donc, l'idée, effectivement, c'est de réenclencher ce travail de sensibilisation des professionnels de santé libéraux, mais surtout d'aller vers, c'est-à-dire que si on souhaite, par exemple, développer des équipes mobiles en éducation thérapeutique sur le cancer, c'est possible. On analyse ça et on accueille ça très favorablement. Augmenter davantage l'offre d'ETP à distance, ça ne veut pas dire faire des programmes entièrement à distance, ça n'aurait aucun sens, mais de développer effectivement un format mixte. Là aussi, on analyse ça et on est plutôt favorable. Et puis, en développant des offres à destination des populations vulnérables, notamment les détenus. Donc là, c'est sur d'autres pathologies, mais voilà, ça c'était l'offre globale. Sur les programmes de TP dédiés au cancer, on est sur 21 programmes, 24 en comptant les extensions. Donc là, en gros, on est sur 21 programmes déclarés, c'est-à-dire administrativement déclarés, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les extensions. Il peut y avoir un programme déclaré et 2-3 programmes qui sont faits dans le cadre de ce programme qui est déclaré. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. On a 13 programmes portés par des établissements hospitaliers, 2 portés par des structures de premier recours, qui sont généralement des structures d'exercice coordonnées MSP, 3 portés par un 3C, 1 porté par une association et 2 par un SSR. Et l'IPC est en train de travailler sur le cancer de la prostate. Alors, voilà comment ils se répartissent. On a travaillé avec Romain Septidier, merci pour cette carto. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les choses, je pourrais vous l'envoyer, enfin vous le verrez effectivement parce que les présentations vont vous être envoyées. Vous voyez où il y a l'offre aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'aller derrière poser des filtres pour voir où sont les patients et où sont les prévalences et les incidences. Alors, clairement, aujourd'hui, je vais vous les citer, on a 9 programmes dans le 13. On a l'APHM sur bien gérer sa thérapie orale au quotidien. On a l'hôpital Saint-Joseph, pareil, bien gérer sa thérapie orale au quotidien. Avant, c'était un seul programme qui était multicentrique. Maintenant, chacun a son programme. L'IPC sur les patients avec greffe de moelle. L'APHM sur l'hémato. Clerval, le TP en cancéro, avec une entrée vraiment sur la thérapie orale ciblée. Le CH du PIDEX, donc avec le 3C SMILE, clinique l'Angélus sur le retour à domicile des patients atteints d'un cancer, l'IPC sur hormonotope, cancer du sein, et bientôt la prostate, l'APHM cancer ORL. Dans le 06, 5 programmes, la Cassagne avec un programme tout cancer, sein, ETP, ORL, clinique plein ciel, mieux vivre avec sa stomie suite à un cancer digestif ou urologique. Donc c'est vraiment ça, hein, la pathologie. Voilà. Le CHU de Nice avec les cancers pédiatriques depuis peu, qui a été validé depuis peu. L'Archer avec l'hémato. L'association Rhône-Azur sur la gestion du stress durant un cancer spécifiquement dédié au cancer du sein. Dans le 83, 2 sur le 3C Var Ouest, qui vont à un moment, je pense, s'unifier et se mutualiser. Cancer du sein, prostate et cancer du côlon. À Avignon, on a un programme effectivement OCH. Un qui est fait dans le 84 au niveau de la MSP Bel Air Carpentras Eveden, tout cancer. Et l'Institut Sainte-Catherine avec un prisme spécifique sur des patientes atteintes d'un cancer du sein avec ou sans surpoids et obésité. Un programme dans le 05, un programme dans le 04. Le Centre médical La Durance est un SSR et MSP La Vista, voilà, offre de premier recours, en cancéro. On a travaillé effectivement avec l'équipe d'OncoPACA et Élodie Crétel sur la stratégie décennale cancer 2021-2030. Et l'objectif, effectivement, c'était
dans le cadre de l'axe 2 sur limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie, de travailler sur les développements de programmes d'éducation thérapeutique avec un prisme sur le développement en ville. La ville, c'est, vous l'avez compris, l'objectif. Et l'idée, en premier lieu, c'était d'abord de constater des choses avant d'agir et de faire un diagnostic qui n'est pas seulement sur le cancer d'ailleurs, mais qui va concerner, au-delà d'Oncopaca, toutes les pathologies chroniques qui sont prises en charge dans le cadre de l'ETP. Et l'objectif, effectivement, avec Oncopaca, et Romain Septidi qui va vous présenter les premiers résultats, qui seront à conforter par la suite, qui seront à analyser, nous, en interne, de réaliser donc un diagnostic régional des besoins et des acteurs qui sont effectivement en présence. Voilà. C'était aussi améliorer la lisibilité des programmes d'ETP pour les professionnels et les patients. On avait aussi effectivement l'un des objectifs qui est vraiment inscrit dans cette stratégie décennale, c'est de développer l'ETP prioritairement dans le premier recours et de mutualiser les programmes. Alors là, j'ai mis un exemple qui n'est plus d'actualité, mais l'objectif, c'est vraiment toujours la mutualisation pour étendre des programmes, c'est-à-dire arrêter le plus possible de travailler en silo. S'il y a un 3C qui porte un programme, pourquoi pas mutualiser ce programme avec un autre 3C. Ce programme existe. Alors, on sait toujours que c'est toujours plus simple de porter un programme quand on a été impliqué. Donc les programmes clés en main, c'est toujours un peu compliqué. Mais impliquer une autre équipe pour qu'elle puisse prendre le cadre de ce programme et pouvoir à un moment l'ajuster en fonction de ses besoins, en y ajoutant par exemple d'autres séances parce que ça paraît important pour tel ou tel soignant, c'est possible. Mais l'objectif, c'est vraiment cette mutualisation-là. On a effectivement une chance en PACA, c'est qu'on a un centre ressources en éducation thérapeutique qui est animé par le CRES et qui peut, à travers les CODES, offrir un appui méthodologique incluant des outils et des formations d'équipe pour faire un programme, pour monter un programme et accompagner. Alors, il ne vous l'écrit pas, mais l'objectif, effectivement, c'est vous accompagner pour accoucher d'un programme. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je vais passer la main, peut-être que vous avez des... Non, peut-être qu'on peut poser les questions après Allez-y. l'intervention de Romain. On fait comme ça. Bien sûr, parce qu'il va vous présenter le travail. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter la partie état des lieux qu'on a fait en main dans la main avec Christophe. Donc, on a commencé à se poser les questions sur ce qu'on allait utiliser comme indicateur avec donc un design d'étude qu'on a fait en février 2023. On s'est porté sur tout ce qui était données de prévalence et d'incidence. Et ensuite, on a travaillé aussi sur le recensement de tous les acteurs, qu'ils soient CPTS, MSP, 3C, établissements, de façon à créer une carte où on a toutes les données sur les potentiels porteurs ou les gens qu'on va pouvoir mobiliser pour faire pour mutualiser les programmes. Ensuite, on a l'ORS PACA qui a travaillé pendant tout l'été et début septembre sur nous récupérer les données 2021 du Système national des données de santé. Et ensuite, ça nous a permis de créer la cartographie que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc là, vous avez devant vous la cartographie où on recense l'ensemble des acteurs. Donc les aplats de couleurs, ce sont toutes les CPTS, les petites maisons, toutes les MSP. Et ensuite, il y a les associations aussi qu'on peut retrouver. On a distingué la Ligue des autres associations et les établissements de santé et les 3C. Donc là, je vous ai mis un exemple de cartographie, puisqu'après, les résultats sont à peu près les mêmes pour chaque pathologie dans les cancers. Donc là, on a des données de prévalence, et on voit les zones donc, les plus denses en prévalence sont les zones les plus foncées sur la carte. On a fait un premier travail au niveau départemental, qui ne s'avérait pas très fin en termes d'analyse, puisqu'on n'allait pas vraiment au plus proche du patient. Et ensuite, on a fait un deuxième travail au niveau des EPCI, afin de pouvoir être au plus proche du patient. Donc on a sorti 4 zones d'intérêt départemental, que ce soit les Bouches-du-Rhône avec une forte prévalence, le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, où on a 2 EPCI qui sont plutôt à forte prévalence. Ce qui nous a permis ensuite d'aller chercher les EPCI dans chaque département, et je vais vous mettre la liste ensuite de l'ensemble des EPCI pour lesquels il y a une forte prévalence et où les programmes ne répondent pas forcément à la demande, si on fait le ratio file active réalisée et nombre de patients, on est plutôt autour des 1-2% de patients qui bénéficient de programmes.
Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, oui, je voulais juste conclure en disant que ça, c'est un premier travail. Et encore merci à Oncopaca de l'avoir vraiment travaillé de façon très, très sérieuse et aboutie. Maintenant, nous, on va s'emparer de ça à l'ARS. On va analyser, on va prioriser effectivement en fonction des zones et en fonction de l'offre et travailler effectivement avec nos collègues du premier recours, y compris dans les départements, pour voir comment, à travers certaines CPTS, on peut développer cette offre et puis à travers aussi certaines mutualisations effectivement d'établissements. Mais voilà, ce sont des premiers indicateurs. Maintenant, tout le travail reste à faire. Ce sont des premiers indicateurs. On va les faire mouliner, on va dire, un peu trivialement, pour développer l'offre où on a le plus besoin, avec bien évidemment l'appui de nos délégations départementales, puisque voilà, c'est quand même elles qui connaissent de manière beaucoup plus fine le territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas spécialement. Est-ce qu'il y a moi j'en ai une en fait. Est-ce qu'il y a vraiment sur la région PACA les territoires qui sont le moins dotés en ETP? Alors oui, il y a. Alors j'avais ma carte un peu météo tout à l'heure, mais en gros, on est vraiment sur des zones dans le 84 notamment. On a des zones, alors à part effectivement Avignon, mais le nord par exemple du Vaucluse est très très peu doté. Autour de Cavaillon, effectivement, on est très peu doté aussi. Et puis toutes les zones, on va dire les arrière-pays. Même s'il y a des offres beaucoup. En gros, si vous voulez, quelle que soit la pathologie, là on parle du cancer, mais quelle que soit la pathologie, l'offre est en gros regroupée sur les façades maritimes. Et dès qu'on va dans les arrière-pays, il y a moins de choses. Voilà. Donc la présence de ces PTS peut nous permettre effectivement de le développer. Il y a aussi des GHT qui peuvent nous permettre d'aller dans des territoires avec un programme, on va dire, mutualisé, porté et mis en place sur les territoires où l'offre est ténue par des personnes formées. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle déclaration. Donc on est vraiment en gros sur les arrière-pays et puis aussi certaines zones du 0,5 et beaucoup du 0,4 malheureusement. Là on a un nouveau programme sur la MSP La Vista en cancéro, mais c'est le seul dans le 0,4. Donc voilà, on a des territoires où il faut cibler. Après, très finement, on a ciblé des EPCI et on va y aller plus finement. Mais voilà, c'est un peu ça de façon un peu macro. Je posais la question qui est à l'exemple du diabète où l'éducation thérapeutique est tout à fait standardisée. On sait quel va être le programme d'une éducation thérapeutique pour un diabétique. Pour le cancer, on n'a peut-être pas encore défini en fonction du type de cancer, le minimum requis, je dirais, d'éducation thérapeutique, et peut-être que l'ARS pourrait participer à cette, en dehors de l'annonce, qui est une annonce assez triviale du traitement proposé, d'avoir une vraie éducation thérapeutique avec un cahier des charges, je dirais, en fonction du type de cancer, et peut-être ça pourrait être un travail commun entre l'ARS, Oncopaca et les différents établissements pour avoir un programme, je dirais, minimal qui ne tienne pas compte finalement du lieu de résidence du patient, mais qui soit fait pour tous les patients en région PACA. Alors, vous avez totalement raison. C'est pour ça que l'ARS Grand Est s'est saisie de cela et a fait un référentiel sur lequel on peut très bien s'appuyer, et s'inspirer, un référentiel cancer, justement, sur l'ETP et le cancer. Il y a aussi un référentiel sur tout ce qui est thérapie orale ciblée, qui a été fait effectivement par le CRES. Et puis après, on retrouve, si vous voulez, au niveau du cahier des charges, quelle que soit la pathologie, en gros des compétences biomédicales, des compétences d'auto-soins, des compétences de sécurité, des thérapeutiques non médicamenteuses à travers l'APA, la gestion du stress, la nutrition, et des compétences psychosociales. Ça, c'est le cahier des charges. Mais c'est vrai qu'il existe après des référentiels sur lesquels on peut s'appuyer, et puis c'est aussi en fonction du patient. Voilà. Mais ça existe. Et vous avez raison, c'est plus simple, parce qu'en s'appuyant sur ce référentiel, on sait comment, on l'a fait par exemple sur l'obésité, en chirurgie bariatrique. On a travaillé sur des référentiels en pré et post. Et ça permet effectivement d'avoir un premier cadre et dans ce cadre d'évoluer en fonction du patient.
C'est juste pour répondre à René Jean. En effet, c'est vrai qu'il y a des zones qui sont donc plus dépourvues en termes de ressources en ETP, mais c'est vrai que les zones les plus pourvues n'en sont pas pour autant satisfaisantes, parce que c'est des zones qui concentrent énormément de patients. Ce sont celles les plus représentatives en termes d'activité pour ce qui concerne la cancérologie. Et si on rapporte effectivement les programmes ETP qui existent par rapport à cette population-là, on est aussi très très insuffisant. Donc moi je dirais que c'est vraiment un problème général qui concerne toutes les zones au final. Et c'est globalement des efforts qui sont à faire. Et effectivement, les établissements sont concernés, les 3C, les structures de ville. Voilà, je vous rends le micro. Je vous remercie de cette intervention, elle est très juste. Je vous rejoins. Alors moi, j'avais juste une petite question. Je suis Agnès, infirmière de la CPTS Itinéraire Santé. Je voulais savoir par rapport au CPTS, comment articuler les ETP. Alors, c'est une question vaste. L'articulation des... Comment intégrer l'ETP dans les CPTS? Alors, d'abord, pour nous, elle doit être intégrée, on le disait tout à l'heure, dans une structure d'exercice coordonné, c'est-à-dire une structure effectrice. Parce que la CPTS, elle coordonne. Il y a des CPTS qui portent un programme, notamment vers Fréjus, il y a une CPTS qui porte un programme sur le diabète parce qu'il y a un objectif de le porter sur le diabète en lien avec le CH de Fréjus qui, en gros, n'en porte plus. Donc, il y a... mais en fait, tout ça, effectivement, est un peu, excusez-moi du terme anglais, mais un peu en work in progress. C'est-à-dire que je pense que ça doit être mis en place dans une structure d'exercice coordonné et après coordonné par la CPTS pour voir comment ce programme peut être mis en place ailleurs que dans une MSP. Je prends l'exemple d'une CPTS dans le 83, c'est pas du tout en cancéro, mais qui a par exemple une MSP à Cavaillon et qui peut avoir aussi d'autres professionnels de santé libéraux à l'Isle-sur-Sorgue et qui seraient capables aussi, et puis surtout volontaires, parce qu'ils sont formés et capables, parce qu'ils sont formés à l'ETP et volontaires, parce qu'ils ont envie de le faire, pour accueillir des patients dans le cadre de ce programme sur la zone de l'Isle-sur-Sorgue. Et en fait, en gros, derrière la CPTS, elle est là pour coordonner ce programme, coordonner le programme avec les professionnels de santé, peut-être trouver des salles, faire aussi la promotion de cette éducation thérapeutique à d'autres professionnels de santé sur le territoire et de proposer aussi des outils aux professionnels. Vous voyez, comme les CPTS se mettent en place, moi je pense que tout est un peu à construire aujourd'hui sur l'ETP. Quelle est la place de la CPTS par rapport à une structure d'exercice coordonné? Tout est à inventer, mais il y a quand même on va dire des attendus de base en termes de coordination. Mais moi, je suis vraiment preneur, et quand je dis moi, c'est au nom de l'ARS, mais personnellement sur l'ETP, mais aussi avec le département du premier recours et les délégations départementales, pour travailler effectivement des modalités d'action à travers les CPTS sur la façon de le coordonner, mais aussi de l'impulser et de le promouvoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Allez. Je pense qu'on peut faire un petit tour là, mais on ne sait pas. Donc tu l'as bien évoqué. Donc voilà. Le micro. Parce qu'on comprend pour le diabète, mais bon. Voilà, ça, il faut. Je sais pas encore pour la cancéro, il faut qu'on. Peut-être ça peut être un groupe de travail qui se crée autour de vous, donc au PACA, de créer pour vraiment définir le TP en cancérologie et pas se contenter de quelques petits programmes limités, à mon avis. Vous avez raison, c'est un peu la difficulté. Bon, là, vous parlez du diabète. C'est souvent le diabète parce qu'il y a un vrai référentiel national là-dessus. Puis bon, c'est le diabète, en fait. Bon. Mais dans le diabète, il y a aussi le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète Gesta, le diabète pédiatrique. Enfin, voilà, donc il y a aussi plusieurs formes. Là, effectivement, c'est plusieurs cancers, plusieurs types de cancers, mais avec des mutualisations aussi, et de traitements. Donc oui, c'est pour ça que le TP Grand Est s'en est emparé. Je vous invite à le lire d'ailleurs. C'est un référentiel très complet
et un référentiel très pratico-pratique. On est vraiment dans quel type de séance, voilà. Et je crois que ça, c'est un outil précieux, c'est en tout cas un outil sur lequel on s'appuie beaucoup. Un grand merci. Et bien évidemment, on peut faire un groupe auquel je participerai volontiers. Et voilà, et on pourrait vraiment le faire en se servant effectivement de ce référentiel grand axe comme base de départ, parce qu'il est effectivement très bien. Et à partir de là, définir des groupes de travail à l'intérieur donc au PACA et de l'ARS. Bon, on tient quelque chose en tout cas. Merci beaucoup. Un grand merci à M. Barrière de l'ARS PACA et Romain Septidi du DSRC.